Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose d'un petit peu différent, enfin, en tout cas que moi j'ai pas l'habitude de faire. C'est une vidéo qui ressemble, alors le mot analyse je le trouve un petit peu galvaudé, mais on va dire qui ressemble un peu à une pseudo-analyse Kickstarter sur le jeu Anastir. Et puis c'est une vidéo que je fais volontairement après la campagne, donc là la campagne elle est terminée. Il y aura toujours la possibilité d'aller faire un let's pledge sur cette campagne. Quand le Pledge Manager ça sera ouvert. J'arrive après la bataille, c'est totalement volontaire. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo au début de la campagne, en fait. Et puis j'ai tout de suite expliqué dans cette introduction, pardon, pourquoi j'ai été motivé par faire cette vidéo. Alors, il y a d'abord cet exercice que j'avais jamais fait, donc me prêter un petit peu à cet exercice, on va dire de pseudo-analyse de campagne Kickstarter, ça pouvait être sympa de le faire une fois. Et puis, au tout début de la campagne, j'ai fait quelque chose que je ne fais habituellement pas. Alors, pendant que je parle, je vais peut-être mettre la vidéo, l'animation, enfin la vidéo de présentation du jeu avec la cinématique. Je suis allé regarder des vidéos justement de pseudo-analyse Kickstarter. Donc c'est quelque chose que je fais pas en fait, parce que moi j'y trouve généralement pas d'informations qui m'est utile. Moi je benchmark pas mal les jeux que j'achète. Pareil pour les campagnes, je prends du temps d'aller voir généralement peut-être une vidéo de gameplay, souvent en anglais parce qu'elles sortent avant. Et puis après, ben, je regarde peut-être des interviews et puis je regarde la campagne, j'essaie de me renseigner sur des forums, etc., etc. Et puis là, ben, j'ai regardé une vidéo de pseudo-analyse. Et puis j'en ai regardé une deuxième, une troisième, puis je les ai toutes regardées en fait. Enfin, toutes regardées. J'en ai regardé pas mal, hein, peut-être une douzaine. Donc de vidéos francophones. Et puis je me suis interrogé en fait sur le contenu de ces vidéos-là. Alors pas pour dire qu'elles sont pas bien en fait, hein, mais parce que moi je m'interrogeais en fait sur certains éléments de gameplay. Et ces interrogations-là, il n'y en avait pas du tout en fait dans les vidéos. Alors je dis pas du tout, parfois il y avait juste un élément d'interrogation, mais il était tout de suite balayé. Et c'était peut-être même encore pire parce qu'il était balayé, il était balayé par des, comment dire, par des pardon, par des présuppositions qu'on pourrait avoir sur certains éléments qu'on n'a pas en fait à ce stade de la campagne, même à ce stade de la conception du jeu. Il y a rien qui nous permet de présupposer de certaines variétés de choses, de certains éléments de gameplay en fait. Et donc du coup, ben moi je me suis dit mais c'est étrange en fait qu'il y ait pas que je retrouve pas ces interrogations, au moins, enfin développées en tout cas sur une ou deux vidéos. Du coup, ben la vidéo que je vais faire, je me rends bien compte qu'elle a un côté qui est très très prétentieux, parce que c'est un petit peu comme si moi j'arrivais après la bataille et que je me disais, ben, et je disais voilà, moi, je trouve qu'en fait, il faudrait se poser ces questions-là. Moi, je me les pose, les autres se les posent pas. C'est extrêmement prétentieux. Et puis, j'émets un jugement forcément en faisant ça. De toute façon, c'est inhérent à la forme de la vidéo que je vais avoir, hein. Je le nie pas. Et puis, de toute façon, c'est humain d'émettre des jugements. Mais j'aimerais tempérer en fait tout de suite maintenant, et je vais le faire au fur et à mesure de la vidéo, cette prétention-là. Je la reconnais. Mais elle est relative, parce que moi, mon but, c'est pas de dire que les vidéos que j'ai vues, elles sont pas bien. Au contraire, d'ailleurs. Je vais même revenir là-dessus. Et je vais même être un peu extrême en disant qu'elles sont même très bien. Ce qui m'a questionné, moi, c'est un peu cette uniformité et ce côté un petit peu lisse sur toutes les vidéos que j'ai vues, en fait. Ou pratiquement toutes les vidéos. Et donc, moi, je me questionne sur certains éléments de jeu. J'ai mon prisme de lecture. Et je me dis que je suis pas un cas isolé, en fait. Du coup, ben, je vais présenter un petit peu moi mes questionnements sur des éléments de gameplay que j'ai pas vus et que je trouve légitime d'avoir dans une vidéo qui parlerait de cette campagne-là et dans ce jeu-là. Voilà. Donc, c'est une longue introduction. Je vais faire deux parties après cette introduction. On va dire la première partie, ça va être une partie où je vais me concentrer
sur les éléments que je perçois, comme si je faisais une pseudo-analyse Kickstarter, donc peut-être parler du background du jeu, peut-être parler des mécaniques du jeu d'une façon un peu globale, un peu précise en détaillant des éléments de règles, et puis peut-être parler de la production, du matériel. Voilà. Comme si je faisais une analyse assez standard, puis après, ben, je vais timer ma vidéo, et ça va être des questionnements en fait, des éléments d'interrogation par rapport à des vidéos que j'ai pu voir, et puis en réponse justement à des choses que j'aurais relevées dans la première partie. Donc la deuxième partie fera écho à la première. Donc je vais faire défiler un petit peu la page Kickstarter. Alors visuellement ce ne sera pas très passionnant, hein. Ça permettra juste de meubler un peu cette vidéo. Donc Anastir, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif qui est prévu pour être joué de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu qui est un jeu, ce qu'on appelle pour moi un jeu chips and bretzel. Un jeu chips and bretzel, c'est un jeu généralement qui est très accessible, avec des règles qui sont plutôt faciles à appréhender, un jeu qui est assez facile à maîtriser, non seulement à apprendre, mais aussi à maîtriser. Et si je vous donne un exemple de jeu Chips and Bretzel, c'est un jeu comme Zombicide. Ça ne veut pas dire que ça ressemble à Zombicide, hein, mais un Zombicide, c'est un jeu Chips and Bretzel. C'est un jeu qu'on peut jouer avec des potes, c'est du coop, on joue autour d'une table en buvant un verre de bière, en mangeant quelques chips justement, et c'est un jeu sur lequel on n'a pas besoin d'être forcément très très concentré, sur lequel on peut discuter en même temps qu'on joue, parce que justement c'est assez simple en fait. Ça ne veut pas dire que c'est des jeux qui présentent peu d'intérêt mécaniquement, c'est des jeux dans lesquels il peut y avoir des prises de décision, des moments de tension en fait, qui génèrent pas mal de discussions autour de la table, qui peuvent avoir certaines richesses dans le gameplay, mais quand même, c'est des jeux qui sont assez accessibles. Et puis, c'est un jeu qui se déroule dans un univers de... Alors moi, je vais dire de préhistorique fantasy. C'est une sorte de low fantasy, on va dire, un petit peu sauvage. Alors préhistorique pour le côté méditerranéen, parce que ça se passe, on va dire, au moment de la préhistoire dans le bassin méditerranéen. Et puis fantasy parce qu'il y a un petit peu de magie, il y a des monstres, il y a des créatures qu'on retrouve dans l'Heroic Fantasy. En tout cas, il y a des interprétations de trolls ou de dragons, même si on en voit très très peu, et d'un petit peu magie, même si c'est plutôt de la low fantasy, comme on en a de façon un petit peu plus classique. L'univers, il a été développé par euh, Paolo Parente, pardon, depuis un certain temps. Et ça, c'est plutôt chouette parce que, alors, il faut aimer l'univers de Paolo Parente. Il faut aimer ce style d'univers. Moi, c'est mon cas. D'ailleurs, je suis même complètement séduit par la direction artistique du jeu. Euh, Ce qui est très intéressant là-dedans, en fait, de reprendre un univers qui était développé depuis très longtemps et puis où le créateur, c'est un graphiste, pour moi, de talent, c'est un peu le gage d'avoir un univers qui est cohérent. Parce qu'il y a pas mal d'extensions, en fait, dans ce jeu. Il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup de figurines, beaucoup de héros, beaucoup de monstres. On joue sur des tuiles. Alors là, il y en a pas forcément beaucoup, mais il y a beaucoup d'univers, il y a beaucoup de biomes différents. Et puis le fait d'avoir un univers qui a été développé depuis un certain temps, pour moi, c'est un gage d'avoir une certaine harmonisation. Et ça se ressent en fait. Une certaine uniformisation dans le character design. Et ça, c'est quand même agréable parce que c'est pas un patchwork totalement désarticulé, justement. Cette cohérence, elle est plutôt bienvenue. Après, au niveau du background, pour moi, c'est moins intéressant. Le jeu, il est présenté comme ayant un mode solo, enfin un mode one-shot et un mode campagne. Alors, il y a un mode histoire et un mode campagne. En gros, c'est pratiquement la même chose à un delta près que je vais détailler. Mais on va dire que la partie narrative qu'on retrouve ici dans le mode campagne et dans le mode histoire, pour moi, elle est assez anecdotique en fait.
Et c'est pas un mal, d'ailleurs, parce que dans ce jeu-là, d'avoir une partie narrative qui est anecdotique, que ça existe, c'est bien, mais pour moi, le jeu, il aurait dû... En tout cas, la campagne, à travers les différentes interviews, elles se sont pour moi un peu trop concentrées sur ce mode campagne, justement. Alors que pour moi, le plus intéressant dans ce type de jeu, dans un jeu de Chips and Bretzel, c'est d'abord d'avoir des scénarios one-shot qui fonctionnent bien sur la durée, et puis après, en plus, d'avoir un mode campagne. Mais moi, j'aurais préféré avoir un accent qui a été mis là-dessus, quoi, plutôt que de... Parce que c'est vendeur de dire que c'est narratif, et puis qu'il y a un mode campagne. Mais dans ce genre de jeu-là, pour moi, c'est pas primordial. De l'avoir, c'est bien, d'accord, hein, attention, hein, mais c'est pas primordial. Et puis, la narration, en fait, vous allez la retrouver où? Bah, sur la feuille de mission, parce qu'il y a différents scénarios, il y a différentes feuilles de mission, et puis après, c'est des missions à objectif. Il y a des pions d'objectifs très très génériques, comme sur Zombicide, et puis après ils sont contextualisés parfois par des cartes objectifs. Parfois il n'y a même pas besoin de ces pions objectifs, ça peut être de tuer un certain nombre de choses, etc. etc. Ces cartes objectifs, elles ont du fluff en fait, un petit peu de narration. Donc cette narration, c'est une narration qui est un petit peu en filigrane, qui aide surtout à l'immersion, mais le côté narratif dans le jeu, pour moi, il est très anecdotique et c'est pas un mal, en fait. Voilà. Donc, ça, c'était pour faire écho au fait que c'est un jeu avec un background qui est développé depuis un certain temps. Pour moi, c'est surtout positif dans la direction artistique globale et dans la cohérence, en fait, de l'univers qu'on a en termes d'esthétique. Mais pour la narration, savoir que le boss final, on va dire, Anastir, qui est une nénette qui a eu, qui a une histoire d'amour qui s'est mal finie avec Abscalon, je crois, qu'on parcourt avec la caravane, les terres, etc. C'est cool en fait, ça aide à l'immersion, mais mécaniquement pour moi c'est anecdotique. Alors, je vais boire, pardon, je bois un verre d'eau parce que j'ai la voix qui est un petit peu rauque. Je sors d'un Covid en fait. Je vais, je vais parler un petit peu donc des mécaniques du jeu. Je vais défiler un petit peu la page Kickstarter. Donc, Euh, vous choisissez, quand vous voulez faire une partie, ben, vous choisissez une mission, un scénario. Ça peut être le suivant dans la campagne, ou bien une mission standalone que vous décidez de faire. Et puis dans les règles de mise en place de la mission, eh ben, il y a le biome en fait, que vous allez choisir. Donc en fonction de l'environnement, vous allez sélectionner donc les tuiles qui sont liées à l'environnement que la quête vous demande de placer. Donc il y a différents environnements sur la boîte, dans la boîte de base, il y en a 3 en fait là. Donc le nombre de tuiles par environnement, ça va de 2 à 4, on va dire. 3, c'est une bonne moyenne. Dans les extensions, il y en a 3, là il y en a 2,5. Là, pour celui-là, il y en a 2, donc je pense qu'ici, il doit y avoir une tuile qui est mixte. D'ailleurs, le diable se cache dans les détails, mais ça, pendant la campagne, c'était pas en... Le chiffre ici donné, il n'était pas en nombre de faces, mais en nombre de tuiles, quoi. Euh, Comme ici. Non, même pas ici à nouveau, c'est un nombre de faces, quoi. Ça, ils ont changé, quoi. Pour grossir le chiffre, je sais pas. Enfin bref, peu importe. Donc à peu près entre 2 et 4 tuiles par environnement. Et puis après, ben, il y a... donc vous choisissez vos héros, ou alors vous continuez avec les héros que vous avez sélectionnés pendant la campagne, parmi le pool de héros. Et puis, vous allez devoir prendre les cartes d'événements qui sont liées en fait à cet environnement. Donc, chaque environnement a des cartes événements. Donc les cartes événements, c'est un timer. Vous allez en tirer à chaque round, en gros. Et puis, quand il n'y en a plus, ben, si vous n'avez pas accompli les objectifs, vous avez perdu la partie. Parce que l'objectif d'une nuit, enfin, le but d'un scénario, c'est d'accomplir une succession d'objectifs. Donc vous allez les dérouler de façon séquentielle. Donc il y a des cartes objectifs. Donc là, ça, c'est ça, des cartes objectifs avec des objectifs principaux, des objectifs secondaires qui peuvent vous apporter des bonus si vous les accomplissez. Si vous les accomplissez pas, c'est pas très grave. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai écrit une campagne zombicide récemment où je fais pareil avec un objectif principal pour réussir la quête et puis un objectif secondaire. Bah, ici, il y a ce genre de choses.
Et puis donc, quand vous avez réussi un objectif principal, ben, vous allez dépiler en fait votre pile d'objectifs, puis euh, vous aurez un autre objectif. Et puis voilà, on va dire que pour accomplir un scénario, pour réussir un scénario, une mission, il faut réussir en fait une succession de 3 objectifs que vous allez dépiler de façon séquentielle. Et puis dans chaque carte, ben, il y a un petit peu de texte narratif, en plus de l'objectif. Puis quand vous réussissez l'objectif au dos de la carte, eh ben, il y a des conséquences en fait de résolution d'objectifs. Voilà, il y a des post-conditions. Donc, vous sélectionnez un ensemble d'éléments. Donc, je répète, tuiles, carte événement, les objectifs qui sont liés au scénario, et puis un tas d'autres choses. Il y a des montures parce que vous pouvez monter en fait, vous pouvez dompter des créatures. Alors les créatures, quand vous les domptez, elles vous donnent des bonus. Chaque figurine, en fait, ça c'est des héros. Il y a des versions non montées, en fait, comme ça, debout. Et puis des versions comme ça, assises. Et puis pour les montures, c'est pareil, il y a des versions sauvages. Donc elles ont des cartes avec le recto qui a des caractéristiques pour ce qui se passe avec la version sauvage. Et puis là, il y a la version qu'on peut monter en fait avec une petite selle. Et puis les héros, ben, ils sont aimantés. Voilà. Et j'en dirai pas plus parce qu'il y a eu un gros focus qui a été fait sur les différentes interviews YouTube de Kickstarter pour parler de ça. Mais je veux dire, basiquement, en termes de gameplay, ce que ça fait, c'est que la monture, vous la mettez à côté de votre fiche de personnage, elle vous donne un bonus en fait. Elle va vous donner un bonus de déplacement, d'attaque ou ce genre de choses. Peut-être je sais pas, peut-être pouvoir sauter des obstacles infranchissables, des cases infranchissables ou des trucs du style, quoi. Enfin voilà, c'est différents bonus. Voilà, donc vous sélectionnez des montures, vous sélectionnez en fait ce genre d'unités qui sont des Sylphae, qui sont bah, c'est pareil en fait, c'est un élément de jeu qui peut être sauvage ou bien apprivoisé, on va dire, comme un compagnon qui peut vous donner des bonus. Ceux-là, vous n'allez pas les monter. Et puis vous allez sélectionner des ennemis. Donc il y a des ennemis de rang 1. Donc là, ben, vous sélectionnez un type d'ennemi de rang 1, donc par exemple des trackers ici. Donc vous allez prendre les trackers, ce sera les ennemis de rang 1. Les ennemis de rang 2, ben, vous allez en prendre. Ça, c'est ce qu'il y a dans la boîte de base, donc vous allez sélectionner un des deux. Ici, vous allez sélectionner un des deux types d'ennemis de rang 2. Vous allez prendre également des spécialistes. De rang 1, il y a des spécialistes. Rang 2, il y a des spécialistes. Ce n'est pas le cas pour le rang 3. Vous allez sélectionner un ennemi de rang 3 également. Enfin, une catégorie d'ennemis de rang 3, peut-être les Flyers, les fanatiques, je ne sais pas. Voilà. Et puis si jamais c'est une carte boss, parce qu'il y a des cartes qui sont. Enfin, des missions qui sont axées boss, bah, vous allez sélectionner des demi-boss ou bien des boss. Donc vous sélectionnez tous ces éléments-là. Et puis après, vous allez commencer à jouer. Alors, le jeu, comme j'ai dit, c'est un jeu objectif pour réussir une série d'objectifs que vous dépilez. Et puis comment est-ce que vous perdez? Bon, bah, j'en ai déjà parlé. Soit en fait, quand vous avez accompli en fait un certain nombre de tours, et donc à chaque fois que vous avez des cartes événements, si vous arrivez à la fin de la pile, ben, vous avez perdu. Ou alors que vous perdez en fait un certain nombre de héros, sachant que vous avez des héros en réserve. Voilà, ça c'est des façons de perdre. Et ben un tour ensuite se déroule de façon assez classique, où on va en alternance activer en fait les héros qu'on contrôle et les ennemis, et également tirer en fait une carte événement. À un moment, ça va se faire dans un tour. Donc il y a une piste d'activation en fait qui se trouve entre ces deux tokens, avec des cartes qui sont les cartes qu'on voit ici en fait. Et puis cette piste d'activation, ben, elle va être générée aléatoirement. Donc pour chaque héros, pour chaque joueur qui possède un héros, il y a une carte. Il y a une carte pour dire qu'à un moment on pioche la carte événement. Et puis il y a une carte par catégorie d'ennemis, c'est-à-dire par niveau. Donc il y a une carte pour les rangs 1, une carte pour les rangs 2, une carte pour les rangs 3, etc. Voilà. Et donc vous mélangez tout ça, vous disposez ça aléatoirement dans cette piste d'activation, et puis vous activez de façon en alternance en fait les ennemis, les héros, et puis vous tirez à un moment une carte d'événement. Puis quand vous arrivez à la fin, vous allez tirer une carte comme ça, qui est une carte de génération de monstres, et puis vous allez générer les monstres. Alors, les activations, elles sont. Je crois qu'il y a des petites animations là. Elles sont assez faciles à réaliser. En fait, le plateau de jeu, il est constitué de deux tuiles comme ça.
Et en fait, il y a une progression qui se fait de façon horizontale. Voilà. Donc, vous avancez de façon horizontale pour accomplir vos objectifs, vous allez être amené à avancer de façon horizontale en fait sur le jeu. Et puis, quand vous arrivez en bord de tuile, ben, vous avez vu en fait, vous enlevez la tuile de derrière et puis vous faites glisser la tuile de devant et puis vous en rajoutez une nouvelle. Un petit peu comme c'est fait dans le jeu Le Survivant, là, le jeu de course dans l'univers Mad Max. Chaque tuile, donc, c'est une matrice de 4 sur 4. Et puis, il y a des cases, en fait. On peut le voir ici avec des petits symboles. Donc, il y a des cases avec différents effets. Il y a des cases qui ne sont pas franchissables. Il y a des cases qui sont plus difficiles à franchir. Alors, pour les héros, normalement, les ennemis ne sont pas affectés hein, par les effets des cases, hormis les cases qui sont infranchissables, comme les rochers ici. Euh, voilà, il y a des cases avec du butin où on peut looter, en fait. Donc on peut s'équiper avec du matériel dans ce jeu. Donc il y a des effets qui sont... Il y a des types de cases. Il y a des effets sur les cases qui sont génériques à tous les environnements. Et après, chaque environnement a également un type de case avec un effet un peu plus spécifique. Et puis les boss ajoutent également en fait euh, des, des effets sur des cases à travers des tokens en fait ou des figurines. Voilà. Donc on progresse de façon très linéaire en fait, de la gauche vers la droite pour accomplir les différents objectifs. Alors, il y a quelque chose qui est relevé dans la plupart des vidéos, c'est que ce jeu-là, en fait, il est inspiré de vieux jeux vidéo à la Golden Axe. Parce qu'en fait, il y a une progression qui est très linéaire, très, euh, très horizontale, en fait. Et qu'il y a des mobs, en fait, qui déboulent, parce qu'une fois qu'on a fait toutes les activations, ben voilà, donc on spawn les mobs qui peuvent popper, soit en fait tout à droite, soit tout à gauche, hein, d'accord, hein, qui peuvent vous prendre un revers. Et donc il y a un côté très Golden Axe, et ça a été relevé dans toutes les vidéos que j'ai vues. Bon, de toute façon, c'était dans la note d'intention de Mythic, hein, des créateurs de jeux, ça a été la source d'inspiration. Je trouve qu'il y a un petit peu trop l'accent qui a été mis là-dessus d'ailleurs dans les vidéos, parce que certes, c'est la source d'inspiration, mais après, le jeu, moi, il m'évoque pas. Enfin, si, il m'évoque un petit peu les beat'em up qu'on a, qu'on avait sur Amiga et compagnie, quoi. Mais en termes de sensations, enfin, pour moi, il faut pas s'attendre à retrouver en fait quelque chose qui ressemble à un beat'em up, quoi. Un beat'em up, c'est avant tout un jeu d'adresse, où plus on progresse, plus il faut être précis dans ses timings en termes d'adresse. Quand on clique sur son joystick pour attaquer quelqu'un, etc. Il faut avoir une bonne sensation des hitbox pour être précis quand on tape, ce genre de choses. Là, effectivement, bon, moi je peux comprendre que la progression en fait horizontale et puis certains éléments de matériel rappellent ça, mais en termes de sensation, attention quoi. Moi je trouve qu'on a un peu trop mis l'accent là-dessus, un peu trop vendu les qualités du jeu sur cette nostalgie. Moi, ça me donnerait plus des sensations de tower defense en fait. Sauf que on a plus un déplacement des héros qu'un déplacement des ennemis, on va dire, quoi. Donc c'est un petit peu inversé. Mais mécaniquement, je trouve que c'est plus proche de ça, en fait. Genre moi, de Tower Defense, j'en ai un chez Planète Apocalypse, par exemple. C'est pas un pur Tower Defense, certaines maps sont plus Tower Defense, mais moi, je rapprocherais plutôt en termes de sensation, ce jeu-là de ça, en fait. Plutôt que d'un beat'em up qui est un jeu vidéo, en fait. Même si jamais c'est d'inspiration. Voilà. Donc, il y a une activation, pour en revenir aux mécaniques, il y a une activation qui se fait en alternance. Donc des ennemis, des héros avec une carte événement qui peut avoir différents effets sur le jeu, qui peut avoir des effets de repositionnement de la piste d'activation, etc. Et puis à la fin de la génération d'ennemis. Sinon, ensuite, mécaniquement, c'est assez bien foutu, je trouve. Quand on regarde les héros,
Chaque héros, en fait, a des caractéristiques d'attaque, de défense. Après, il y en a une troisième, c'est de l'art. En fait, c'est tout ce qui concerne la magie. Il y a également un système de classe, en fait, hein, pour savoir à peu près comment est-ce qu'on équilibre, en fait, l'équipe de héros qu'on va constituer. Alors, je me rappelle plus des classes. Je crois qu'il y a rôdeur, je crois qu'il y a guerrier, tout ça. On va dire que les classes, c'est une sorte de combinaison de la Sainte Trinité, tank DPS et puis support, hein, avec, euh, avec plus ou moins de proportion de ces trois éléments-là dans chacune des classes. Donc on aura le guerrier par exemple, Conrad, c'est un warrior, qui sera un peu plus tank, et puis des PS au corps à corps par exemple, que d'autres qui seront peut-être un peu plus support ou des PS à distance, etc. Et donc ils ont des caractéristiques, ces héros. Ça c'est assez classique, donc valeur d'attaque, de défense, l'art, et puis la vitesse enfin, le nombre de cases qu'ils peuvent parcourir. Il y a un compteur de points de vie, puis un compteur de rage. Et puis il y a également, sous la fiche de personnage, ici en fait, on voit, je sais pas si on voit mieux parce qu'elle s'arrête pas de bouger. Il y a également en fait un certain nombre de pouvoirs qu'on peut déclencher. Et ce qui est pas mal, c'est que chaque héros en fait a des cartes comme celle-là en fait, et ces cartes-là, un deck de cartes, on va dire, qui est spécifique au héros. Donc les pouvoirs sont spécifiques à chaque héros. Et puis la jauge de rage, elle permet de déclencher un pouvoir ultime qui est également spécifique. Et ça, je trouve que c'est vachement bien pensé. C'est même plus intéressant que sur d'autres jeux de type justement Chips et Bretzel que j'ai déjà vu parce que il y a peu de héros dans la boîte de base en fait. Je crois qu'à la base il y en avait 4, après il y a eu des stretch goals qui ont été débloqués tout à la fin là-dessus. Dans chaque extension, il y en a 2 nouveaux si je dis pas de bêtises. Donc il y en a peu, mais ils ont leur caractère en fait. Il y a un petit peu plus d'asymétrie. Ils sont peut-être plus différents les uns des autres. Euh, et puis ce qui est pas mal, c'est que vous tirez 3 cartes, donc vous avez parmi votre deck de héros, donc vous tirez 3 cartes, et puis ces cartes-là, elles vont vous permettre soit d'accomplir un certain nombre d'actions qui est spécifique à la carte, en fait, voilà, par exemple ici, je ne sais pas ce que c'est, j'arrive pas à lire. Soit en fait d'utiliser une carte, par exemple, si jamais je remonte là, comme un bonus. Donc là, il y a l'effet de la carte. Là, il y a le bonus. Et puis une carte, quand elle est utilisée, elle vous donne également une ressource ici qui va vous permettre de déclencher des combos. Parce que, en fait, euh, ici, les combos, on peut voir qu'ils ont des coûts. Justement, ces coûts, c'est les ressources qui vous sont données par ces cartes-là. Donc ça, c'est assez intéressant que les cartes permettent de faire monter la jauge de furie, que ça, en même temps, ça puisse donner des ressources qui permettent de déclencher donc, des pouvoirs spécifiques sur les héros, que chaque carte ait un effet, qu'on doit choisir entre se booster soi-même, enfin, booster une de ses caractéristiques d'attaque ou autre, ou déclencher l'effet, ou bien booster un de ses compagnons. Il y a une prise de décision qui est très intuitive, je trouve, en fait, avec ce système-là. On n'a que 3 cartes, donc on voit très très vite en main, donc on voit très très vite ce qu'on peut faire. Et puis justement, ce dilemme, moi je le trouve assez intéressant. On peut avoir des blessures graves qui vont venir pourrir notre deck, un petit peu comme dans Nemesis, en fait, où on a des cartes contamination qui peuvent pourrir notre deck, et puis où notre deck, en fait, où les cartes qu'on a en main, elles servent non seulement à accomplir des actions, mais en plus à payer le coût de ces actions. Ici, c'est un petit peu différent, mais on a également un peu ce dilemme. Et moi, je trouve que enfin, ce genre de mécanique, moi, je l'apprécie vraiment beaucoup. Et ça a l'air d'être assez intéressant, justement, cette prise de décision qu'on a par ce système-là. Et puis, c'est simple et intuitif. Et puis après, justement, il y a en plus les combos qu'on déclenche qui sont spécifiques à chaque personnage, ultimate qu'on peut déclencher, qu'on peut choisir d'économiser ou de déclencher à un moment selon la criticité du jeu. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Euh, tout ce qui concerne la gestion des combats, la résolution des combats, c'est extrêmement simple parce que, en gros, on résout des attaques. Enfin,
les attaques se résolvent en jetant un groupe de dés et on détermine les touches. On fait pas une attaque par monstre en fait. On lance les dés dans son ensemble et puis après en fait on regarde avec le nombre des touches. Enfin, on peut distribuer les nombres de touches, donc c'est très fluide en fait quand on attaque des ennemis. Et inversement, les monstres nous attaquent en groupe. Et en plus, on se base chaque fois en fait sur pour voir si jamais on perd de la vie ou pour voir ce qu'on doit attaquer. On se base chaque fois sur la compétence en fait d'attaque ou de défense qu'on a sur notre personnage. Donc à nouveau, on a l'attention au même endroit. Donc ça, c'est plutôt bienvenu et c'est très fluide en fait. Je trouve c'est vraiment pas mal foutu. C'est très très simple. Le système a l'air de vraiment très très bien fonctionner. Donc ça, mécaniquement, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis la piste d'activation, euh, je trouve qu'il y a... Alors il peut y avoir un petit peu d'aléatoire, j'ai l'impression, qui pourrait pas mal influencer le jeu. Typiquement, si jamais sur la piste d'activation, on a d'abord la carte événement, donc, ou d'abord les ennemis qui s'activent, si on a de la malchance, on pourrait par exemple systématiquement passer les tours parce qu'on tire la carte événement ou bien activer les ennemis avant que soi-même on puisse activer pardon, son héros. Et ça, potentiellement, ça fait que les tours s'enchaînent sans qu'on puisse rien faire. On pourrait également se dire que, étant donné que dans le jeu on fait pratiquement que se déplacer et attaquer, ben, si jamais on n'a pas de chance au dé, il pourrait y avoir potentiellement des issues qui sont soit catastrophiques, soit l'inverse, qui sont déterminées juste sur un jeu de dés. Je vous rassure, le hasard il a l'air d'être euh, relativement en fait, on peut le mitiger à travers différents moyens. Les dés, on a un jeton de relance qui nous permet de relancer des dés. D'ailleurs, il y a une action qui permet entre guillemets, de réinitialiser cette relance. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour mitiger en fait. D'ailleurs, l'écart type avec les touches a l'air d'être assez faible. Donc je pense que le hasard avec les dés, il est relativement gérable. Et puis avec la piste d'activation, il y a des éléments qui vont faire que la piste d'activation, bah, elle va s'enrichir progressivement avec des monstres de niveau de cartes d'activation de monstres de niveau plus fort. C'est comme ça d'ailleurs qu'au fur et à mesure qu'on dépile en fait les objectifs, on va avoir au tout début de jeu des monstres de niveau 1, puis de niveau 2, puis de niveau 3, etc. Donc on va on la détermine au hasard cette carte d'activation, mais elle va bouger de toute façon parce qu'on la modifie. Et puis il y a des événements qui font modifier cette carte. Et puis également ce token en fait qu'on peut acquérir. C'est quand on prend l'aggro en gros sur des mobs qui nous permet en fait, en plus d'avoir le focus sur nous, de pouvoir changer sa position en fait dans la piste d'activation. Donc il y a des éléments comme ça de hasard qu'on peut mitiger. Donc ça à nouveau mécaniquement, moi je trouve que c'est assez léger et c'est plutôt bien foutu. Euh, la scalabilité avec le nombre de joueurs d'ailleurs elle est faite entre autres par cette piste d'activation où ben, si jamais on a plus de joueurs, ben, on aura plus de sur un round, plus d'activation de joueurs. Qui peut se faire là, par le nombre d'actions qu'on peut accomplir, en fait, selon le nombre de joueurs. Ça, je trouve que ça se cale aussi pas mal, même si je m'interrogeais sur le sweet spot, en fait. Quand j'ai vu ça, comment le jeu s'adaptait au nombre de joueurs. C'est-à-dire que dans un jeu, par exemple, comme Ion's End, il y a également une pile, en fait, de cartes, où, ben, si jamais vous êtes à moins de joueurs, vous allez vous activer plus souvent le temps d'un round, le temps de tirer toutes les cartes. Et donc potentiellement, ben, vous allez par exemple pouvoir faire monter une jauge plus souvent, qui est une jauge avec de l'éther pour déclencher un ultimate. Et ici, il y a également ça dans ce jeu-là. Donc moi, je me dis qu'à moins de joueurs, on va peut-être pouvoir déclencher des ultimates plus facilement. À 4 joueurs, pour équilibrer la difficulté, les cartes de monstres, en fait, elles sont recto verso avec un côté plus difficile. Donc, moi, j'aurais presque tendance à penser que le sweet spot pour jouer à ça, c'est 3 joueurs. En tout cas, 3 héros, on va dire, avec un joueur qui contrôle chacun héros, quoi. C'est-à-dire que là, on aurait une sorte de répartition qui serait assez équilibrée dans la piste d'activation, nombre de joueurs par rapport aux ennemis. On aurait aussi la possibilité de soi-même de renforcer la difficulté du jeu un petit peu artificiellement en retournant des cartes monstres pour les rendre plus difficiles si on trouve que c'est trop facile.
on a cette marge de manœuvre. Alors qu'à 4, on ne l'a pas, puis à 2, ben, on a une activation qui est peut-être un peu trop fréquente. Alors peut-être que c'est voulu, hein, d'accord, hein. Peut-être que ma réflexion là, c'est juste en fait une interrogation qui n'a pas lieu d'être, parce que peut-être le fait d'être à 2 joueurs, comme on est moins présent sur la map, ben, le fait qu'on puisse activer plus souvent un ultimate sur un round, parce qu'on s'active plus souvent, parce qu'on peut générer plus facilement de la rage. Je ne sais pas si c'est le cas, hein, d'accord, hein. Peut-être que c'est légitime, d'accord, mais c'est le genre de questions que moi je me pose en fait quand je regarde bah, justement les différentes règles, les différentes mécaniques, quand je regarde les différents composants. Moi, c'est typiquement ce genre de réflexion que je suis intéressé par voir dans une vidéo de, de, de pseudo-analyse Kickstarter en fait. Voilà, donc moi je me dis que le sweet spot c'est peut-être 3 joueurs en fait. Voilà. Sinon, bah voilà, mécaniquement je pourrais aller un petit peu plus loin, mais il n'y a pas vraiment besoin d'en savoir plus en fait. Les montures, comme je l'ai dit, ça vous donne des bonus. On peut avoir des tokens qui vous donnent des bonus. Les boss aussi peuvent avoir des bonus en fait. Et puis voilà quoi. Après, c'est un jeu à objectifs où les objectifs, ça peut être de tuer tous les monstres d'un certain type ou un mini-boss ou j'en sais rien. Mais il y a des pions objectifs qui sont des pions plutôt neutres qu'on peut placer. Et puis on a une action d'interaction faire interagir avec ces pions d'objectifs. Donc ça pourra être, je sais pas, bah, ça sera dicté par la narration, hein. Ce sera peut-être ramasser des cristaux qui seront symbolisés par des objectifs parce qu'on en a besoin pour faire un truc plus tard dans une autre mission. Mais bon, peu importe en fait. C'est juste activer en fait son héros avec l'action d'interaction sur un pion objectif, in fine. Voilà. Donc mécaniquement, ça a l'air d'être très très accessible, comme dans un Chips et Bretzel, avec un côté un petit peu tower defense, moi je dirais plutôt que beat them up en fait. Et puis ce que je retiens, c'est que le cœur du système en fait, tout ce qui est combat, déplacement, c'est très simple. D'ailleurs, activer les monstres qui s'activent de gauche à droite, de haut en bas, ça se fait très facilement. Les déplacements pour les monstres avec les priorités, ça se fait très très facilement. On se déplace d'abord en diagonale, puis en ligne droite. Les héros, ils peuvent faire également un déplacement en diagonale s'ils veulent. Donc ça, la gestion des déplacements, elle est très très simple. Au niveau des effets des tuiles, c'est très 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 simple aussi, hein. Et puis ça fonctionne très très bien. Donc moi j'ai envie de dire que le cœur système, moi, il me plaît assez. Euh, Par contre, ce qui me plaît beaucoup moins, ou ce qui m'interpelle, moi, c'est ce qui est lié en fait à la géométrie du plateau, et puis tout le côté stratégique et puis tactique qui en découle. Et là, moi, je questionne beaucoup de choses. Et autant bah, je peux comprendre qu'il n'y ait peut-être pas forcément de réflexion sur le sweet spot du nombre de joueurs que j'ai évoqué dans les vidéos, ou bien en termes d'équilibrage par rapport au nombre de joueurs, ce que ça peut apporter, ce système-là ou pas. Parce que peut-être que c'est mineur en fait ça, et puis que c'est des choix finalement qu'on a dans tous les jeux qui vont pas déboucher sur des extrêmes en fait en termes de qualité ou défaut du jeu. Autant enfin, stratégiquement ce que le gameplay nous apporte dans cette progression que je trouve très 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 linéaire, moi ça questionne pas mal en fait. Donc si jamais je faisais ce que je suis en train de faire, une vidéo où je voulais faire une pseudo-analyse Kickstarter, je vous parlerai un petit peu du monde comme je l'ai fait, je vous parlerai un petit peu des mécaniques comme je l'ai fait, je vous parlerai sûrement aussi de la campagne elle-même et de l'éditeur. Alors là, pour le coup, je suis tombé après coup sur une vidéo du culte du dé qui en parle de ça. C'était pas abordé dans les vidéos que j'ai vues avant. Et pour le coup, c'est une des seules vidéos que je pourrais recommander d'aller voir. Je pense que si vous voulez regarder une vidéo de gameplay, allez voir la vidéo de French Wargame Studio parce qu'elle est bien foutue, elle est synthétique. Les mecs ont bien appris les règles avant de commencer à jouer. Euh, Elle est bien filmée, elle est bien réalisée. Et puis, si jamais vous voulez voir une vidéo avec des informations qui ne sont pas juste des informations classiques qu'on aurait sur la page Kickstarter, en fait,
ou du genre ah ben c'est super cool, c'est un jeu qui donne des sensations de beat'em up avec des figurines aimantées, on peut monter sur les montures, et puis on peut déclencher des combos comme dans un beat'em up, et puis avoir des boss comme dans un beat'em up. Bah, le culte du dé, il apporte au moins un peu ce regard-là par rapport à l'entreprise, à Mythic, un petit peu à l'historique, parce que quand on pledge un Kickstarter, connaître un petit peu le contexte de l'éditeur, je pense que c'est important. Donc moi, je vais pas parler de ça, j'avais pas l'intention d'en parler, mais je pense que c'est un élément important. Allez voir cette vidéo-là, pour le coup, ça vous donnera un bon complément. Voilà. En termes de mécanique, ben, je pourrais vous parler d'autre chose, mais je vais l'aborder en fait dans la deuxième partie de cette vidéo où justement, ben, moi, je vais questionner certains éléments que j'aurais espéré voir dans les différentes vidéos YouTube et que j'ai pas vu, liés notamment ben, au boss, parce qu'il n'y a rien du tout en fait qui a été abordé. On pourrait quand même aborder certaines choses hein, par rapport au boss, parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait hein, sur cette campagne? J'ai regardé la page. Je peux aller regarder les règles, parce qu'il y a des règles. En tout cas, il y a déjà un premier jet de règles. Il y a des choses qu'on peut deviner par rapport au boss. Et puis, je peux aller regarder des interviews des parties. Donc, on peut en déduire des choses déjà là-dessus. Donc, moi, je vais aborder des choses par rapport à cette mécanique de boss. Et puis, je vais aborder des choses euh, qui sont liées un petit peu au nombre de... Enfin, au matériel, aux composants, surtout aux tuiles, en fait, là. Et qui, pour moi, questionnent trois éléments que sont... le challenge en fait qu'on peut avoir dans ce jeu-là sur la durée, le renouvellement de l'intérêt en fait, le renouvellement des, enfin on va dire l'intérêt des parties sur la durée, c'est-à-dire que je pense que jouer à une partie sur le proto ou faire deux trois missions, je vois facilement comment ça peut être très séduisant, mais est-ce que ça sera suffisamment diversifié sur la durée hein? Donc moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout, ou alors quand ça a été évoqué, ça a été balayé directement, en plus en présupposant de choses sur lesquelles on peut absolument pas, on peut rien acter en fait, je trouve. Donc c'est encore pire que de pas évoquer ça parfois. Ça, c'est ce que j'ai vu dans des vidéos. Et puis un petit peu ben, du challenge en fait que peuvent apporter les différentes quêtes, les différentes missions, et surtout par rapport au mode standalone et puis au mode campagne. Donc voilà, je ne vais pas aller plus en détail dans les mécaniques là maintenant. Enfin, je vais revenir sur ces mécaniques, mais à travers en fait un petit peu moi ce que je questionnerais en fait sur ce jeu-là et puis ce que j'ai pas vu dans les autres vidéos. Mais moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au jeu, quand j'ai vu justement ces tuiles-là, et ce que ça impliquait en fait d'avoir ces tuiles, et en termes de prise de décision, la contrainte qu'on avait en fait, parce qu'on était peut-être trop fidèle à cet héritage de beat'em up, moi je trouve que tactiquement c'est assez pauvre en fait, ce que ça peut permettre. Et même si jamais je peux extrapoler sur des éléments, je trouve que c'est quand même assez pauvre. Alors peut-être qu'on aura au fur et à mesure des réponses qui vont être rassurantes et que le jeu va relever tous ces challenges en fait que j'évoque de façon convaincante, mais moi je trouve que ça mérite d'être questionné. Moi, qu'est-ce qui a évoqué en fait un petit peu tout ce questionnement? Déjà, quand je regarde les tuiles, je me dis, ok, on a quelque chose de 4 par 4. Quand un héros il se trouve sur une case ici, dans un du centre, toutes les tuiles en fait adjacentes lui permettent de couvrir pratiquement toute la verticalité. Donc c'est sûr que le jeu il est très très linéaire, vraiment très très linéaire. Et puis comment est-ce qu'on peut en fait varier les plaisirs? Comment est-ce qu'on peut en fait garantir ou se faire une idée, on va dire, sur le renouvellement en fait de l'intérêt au fur et à mesure des parties? Qu'est-ce qui me fait dire, qu'est-ce qui fait penser que après avoir fait 5 scénarios sur un environnement, les 5 suivants sont vraiment différents? Regardez, imaginons que je prenne une extension, d'accord? Comme celle-là. Donc là, j'en ai ouvert une au hasard. Toutes les extensions ont le même contenu, bon, sauf la toute dernière que j'ai ouvert ici, qui coûte 5 dollars de plus, qui a, on va dire, un petit peu plus de scénario et de tuiles, mais globalement, en fait, regardez,
vous allez avoir deux types de monstres de... Vous allez avoir un type de monstre de niveau 1. D'accord? On a ça. Il y a ces montures-là, ok. Il y a un type de monstre de niveau 2, deux types de monstres de niveau 3. Donc chaque fois, en fait, ils sont accompagnés par un élite. Là, il y a très très peu de façons de mixer les... les... de varier, en fait, les ennemis sur un environnement. Alors, peut-être qu'il y aura des quêtes qui vont dire, ok, ben, pour déterminer en fait les ennemis que vous avez sur un environnement, une fois ce sera celui-là, peut-être qu'une fois on prendra des ennemis de la boîte de base. Parce qu'on va pas prendre des ennemis des autres extensions, on n'a pas la garantie que les gens achètent ça. Donc dans les quêtes, ce sera pas le cas, quoi. Et puis dans chaque extension, donc, pour chaque environnement, on a 3 tuiles, juste 3 tuiles, j'ai envie de dire, et 12 cartes d'événements. Moi, je pense que sur les 5 scénarios, quand j'ai fait 2 scénarios, j'ai pratiquement en fait découvert tout ce qu'il y avait à découvrir sur un environnement, hormis les boss. Ce qui n'est pas forcément un problème pour avoir de la fraîcheur en termes de découverte, mais par contre, le jeu il devient très très prédictif. Si quand je joue, j'ai 2 tuiles de posée, et la prochaine tuile qui vient, je sais forcément ce sera laquelle, même si c'est recto verso, parce que j'en ai qu'une en réserve. Forcément, le chemin qui va suivre, il est très très prédictif. Si quand je regarde ici en fait les tuiles d'un environnement, je retrouve chaque fois en fait la même chose, à peu près, mais avec des configurations différentes, mais qui sont pas, enfin, qui sont quelque part, j'ai envie de dire aléatoires, quoi. C'est pas quelque chose. Par exemple, le fait d'avoir ici quelque chose d'infranchissable, ici quelque chose d'infranchissable, et puis que sur un autre environnement, on ne l'ait pas sur ces cases-là, mais on est là et là, c'est très très c'est très très anecdotique. En plus, ça, je pense que c'est pas à jour là. Pour le coup, vous voyez, elles sont là, quoi. Ça, à nouveau, c'est des vieilles versions. Donc là, c'est infranchissable, là, c'est infranchissable. Là, c'est des chemins difficiles, difficiles. Moi, je pense que en fait, finalement, ce qui va surtout changer, c'est quoi? C'est le fait qu'on a un décor un petit peu différent, une ambiance différente, esthétique. Et puis bah, après, chaque environnement a une case particulière. Ici, c'est celle-là, on peut le voir. Quand on retourne sur la campagne, on peut voir, pardon, voilà, ici, que de base, il y a des tokens, mais il y a en fait la possibilité d'upgrader en fait les tokens avec des figurines. Donc ça, c'est un type de case qu'on aura sur les plaines. Ça, c'est un type de case qu'on aura sur un autre environnement. La baliste sur un autre environnement. La cloche, là, ici, pareil. Et puis ça, l'espèce de pilier d'ambre, en fait, c'est ce qu'on aura sur celui-là, en fait, dans la crypte, quoi. Donc là, on en aura un. Là, on en aura un. Pour moi, c'est pas assez, en fait. Comme ça, de prime abord, c'est pas assez pour varier, en fait, le gameplay d'un environnement à un autre. Ok, il y aura des cartes événements qui seront pas les mêmes, mais au niveau des tuiles, c'est assez anecdotique, je trouve, en fait. C'est pas énorme, en fait. Ce renouvellement, il est pas énorme. Et puis des cartes événements, il y en a 12. Ok, donc sur chaque environnement, j'ai 12 nouvelles cartes. Moi, je pense que quand j'ai fait les 2 premiers scénarios, j'aurais peut-être fait pratiquement le tour de toutes les cartes événements. Ouais, non, en fait, c'est faux, c'est faux. J'en aurais peut-être tiré 3. Non, mais même pas, en fait. Non, non, mais même pas. Enfin, non, on en tire beaucoup plus que ça. Ouais, peut-être que sur 2 scénarios, j'aurais fait le tour de la plupart des cartes événements. Alors oui, les tuiles, elles arriveront pas de la même façon, dans le même ordre. Ok, les cartes événements, je vais pas les tirer de la même façon. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais connaître bien les ennemis, je vais connaître les cartes événements, je vais connaître un petit peu les tuiles, et ça va devenir très très prédictif, en fait. Ça va devenir très très prédictif. Du coup, qu'est-ce qui fait que ça va être un petit peu challenge, en fait? Qu'est-ce qui fait que l'intérêt va se renouveler, en fait, de partie en partie? À partir du moment où je joue avec les mêmes héros, et même si jamais je changeais de héros, bah ça peut être
que les objectifs qui sont apportés par les missions sur ces environnements. Mais pour que le jeu puisse vraiment se développer, en fait, pour que on puisse vraiment s'exprimer quand on design des nouveaux objectifs, il faut qu'il y ait un level design qui soit assez riche. Et là, il est assez pauvre. On a deux tuiles qui sont côte à côte. On n'a pas de verticalité. Le gameplay est horizontal. Il est très linéaire. Et donc, effectivement, il y a le choix de pouvoir peut-être avancer vite pour rusher, peut-être de revenir en arrière pour peut-être dompter des montures. Donc il y a peut-être de la prise de décision en fait là sur notre vitesse de progression, sur les tuiles, ou peut-être le fait de rester sur place, mais ça permet pas beaucoup de variété, j'ai l'impression comme ça. Je suis très très curieux de savoir comment est-ce qu'on va se renouveler en fait avec ces objectifs sur tous ces scénarios. Si jamais en fait à un moment je pose des objectifs quelque part, et puis que on me dit bah tiens là en fait, sur cette mission-là, on va poser des objectifs ici et ici et ici, et puis ce sera des vivres à récupérer. Et puis sur la mission suivante, je vais poser des objectifs peut-être sur une autre des tuiles, je sais pas, là, tout au début, j'en sais rien. Et là, ce sera peut-être, je sais pas, des documents, des preuves. Voilà, des documents sous forme de preuves que je dois trouver. C'est très très similaire en fait, c'est juste que d'un point de vue narratif, c'est différent. Alors, il y a des moyens en fait de faire varier un petit peu ces choses-là. Peut-être que certains objectifs vont être subsidiaires. Peut-être que les preuves, faudra toutes les ramasser. Peut-être que les vivres, on ne sera pas obligé. Il faudra juste en prendre deux ou trois. On peut jouer sur ce genre d'éléments. On pourra faire en sorte que les objectifs se déplacent ou des choses comme ça, effectivement. Mais le level design, il permet pas énormément de richesse, en fait. Enfin, il y a très peu d'éléments sur lesquels on peut composer pour apporter de la variété, je trouve. On peut très très difficilement designer des niveaux différents qui vont faire que même si un objectif c'est ramasser juste l'objet, enfin même si le but c'est juste de ramasser un objectif, à un moment ça va impliquer de se séparer avec des héros, de, de tenir un point en fait, sur lequel il y a des vagues d'ennemis qui vont, enfin, d'avoir une position plutôt défensive, etc., etc. Alors que ailleurs, il faudra qu'on soit plutôt rapide pour vite passer sur des zones ou j'en sais rien. Enfin bref, peu importe. Parce que la dynamique, c'est tout le temps la même. Elle est très très linéaire. Il faut avancer de gauche à droite. Et puis, on est contraint par ce système-là, je trouve, qui est extrêmement restrictif. Et puis en plus, dans le jeu, il n'y a pas de token. Enfin, il n'y a pratiquement pas de token. Il y a des tokens qu'on va mettre sur les personnages. Il y a en fait un token ou une figurine qu'on va mettre sur la case spécifique pour chaque environnement. Mais voilà, bon bah là, il y a ceux-là. Mais sinon, hormis des tokens génériques, il n'y a pratiquement pas de tokens. Et ça, ça avait été dit que c'était pour avoir plus de visibilité sur le plateau. Bah, moi, franchement, je trouve que c'est à nouveau se contraindre. Le fait d'avoir des tokens qui permettent, par exemple, je sais pas, de poser des pièges, de changer un petit peu la géométrie d'une tuile, même le fait d'avoir des ennemis qui posent des pièges, le fait d'avoir des héros qui posent des pièges, par exemple, pour avoir des gameplays différents, pour changer la géométrie, ça pourrait être intéressant, ou des tokens, par exemple, qui permettent de se téléporter, ou bien des tokens qu'on pourrait mettre sur un ennemi ou sur un autre parce que ça les link d'une certaine façon, et, et ça change un petit peu, on va dire, le mouvement qu'on peut avoir en fait sur une tuile qui ne serait pas complètement binaire en fait, c'est-à-dire d'aller de gauche à droite. Si on pouvait avoir un petit peu plus de variété avec des éléments, si à nouveau, comme je l'ai dit avant, on pourrait au lieu d'avoir une tuile de 4 par 4, avoir une tuile un peu plus qui permettrait d'avoir un peu plus de verticalité, peut-être de 5 par 5, j'en sais rien. Même si jamais on devait, par exemple, de base, avoir des zones qui sont inaccessibles en haut et en bas, ça permettrait parfois sur certaines tuiles d'avoir peut-être des chemins, de pouvoir faire plus facilement des chemins et puis de casser un petit peu cette monotonie. Parce que par la force des choses, on va avoir quelque chose de très très monotone, quoi. Si on garde les tuiles sur une autre extension, et ça c'est la dernière,
Ben voilà, quoi. Ok, graphiquement, j'ai des choses différentes, mais c'est quand même très très monotone, quoi. Et puis, c'est pas parce que sur une tuile d'une extension que je vais trouver à la fin, je vais avoir plus de cases comme ça, danger, où je vais me prendre un point de dégâts quand je passe dessus, que ça va être quelque chose qui va me stimuler parce que je vais me dire, tiens, bon, effectivement, là, dans les extensions, enfin, plus on avance dans la campagne et plus on avance dans les extensions, plus c'est dur parce qu'il y a plus de possibilités de perdre des points de vie parce qu'il y a plus de tuiles danger. Stratégiquement, en fait, ça renouvelle pas le gameplay, en fait. Enfin, ça renouvelle pas, en fait, les parties, quoi. Et ça, en fait, moi, ça veut pas dire... En fait, là, je suis pas en train d'affirmer qu'il n'y aura pas de renouvellement. Je suis juste en train de dire que moi, je questionne ces éléments-là en voyant, en fait, les composants. Je veux dire, il y a des extensions, je vais regarder les extensions, je vais regarder le contenu des extensions. Et moi, je questionne en fait ce renouvellement en fait d'intérêt qu'on peut avoir dans les parties parce que il y avait des youtubeurs qui disaient bah tiens en fait il y aura de la rejouabilité, il y aura du renouvellement parce que en fait il y a pas mal de contenu. Bah non, c'est pas une garantie en fait. Ce qui compte, c'est pas juste le fait qu'on ait beaucoup de contenu. Je vais prendre un extrême pour illustrer ça. Imaginons que j'ai un jeu en fait avec 20 scénarios. Et puis sur chacun des scénarios, en fait, j'ai 50 éléments, en fait, on va dire, sont, qui sont des ennemis, des effets, plein de trucs, qui sont spécifiques à un scénario. Par contre, ils sont spécifiques à un scénario et on ne peut pas les utiliser à un autre. Au final, quand je fais la somme de tous les éléments que j'ai, ennemis, boss, etc., machin, j'en aurai plein. Par contre, une fois que j'aurai fait un scénario, est-ce que j'aurai envie d'y rejouer? Bah, peut-être pas, en fait, parce que j'aurais tout vu. Là, c'est un cas extrême, d'accord. Donc, c'est pas le cas ici. Mais ben voilà, on a dans chaque mission, on a une catégorie un ensemble de monstres de niveau 1, un ensemble de monstres de niveau 2, des spécialistes, un monstre de niveau 3. Sur chaque boîte, en fait, on n'a qu'un élément, en fait, finalement. Si on peut pas forcément très très bien mixer les éléments entre entre les différents environnements, bah c'est un peu compliqué. Les cartes événements, il y en a que 12 en fait, quelque part. Donc, à nouveau, si on ne peut pas les mixer, chaque paquet de cartes événements, il va être très très prédictif. Pareil pour le butin. Le butin, il est propre en fait à un environnement. On va pas pouvoir le mixer en fait avec d'autres environnements, donc ce sera très prédictif. Les tuiles, il n'y en a que 3, c'est très très prédictif. La progression, elle est très très linéaire, c'est très très prédictif tout ça en fait. Du coup, comment est-ce qu'on peut garantir que la variété de contenu permet de renouveler l'intérêt en fait au fur et à mesure du jeu? Moi, je questionnerais ça en fait. Ça m'a étonné de ne pas avoir ces interrogations sur les vidéos YouTube, honnêtement, parce que pour moi, c'est quelque chose que je questionne. Et puis, encore pire, je crois que j'avais vu dans une vidéo quelqu'un qui disait qu'il y avait de la rejouabilité parce qu'il y avait différents modes de jeu. Alors, je vais vous dire, moi, ce que j'ai vu de la part de Mythic, qui sont dit dans une interview, c'est que on peut y jouer de façon standard, on peut y jouer avec en mode campagne, mais quand on y joue en mode standard, en gros, c'est un scénario de la campagne qu'on prend en fait. Imaginons que vous avez 13 scénarios dans la boîte de base. Si vous jouez en mode campagne, vous allez faire ces 13 scénarios à la suite. Si vous jouez en standalone, vous allez juste sélectionner un de ces 13 scénarios. Donc c'est exclusif en fait quelque part. Et moi je suis pas convaincu que terminer un scénario, il y ait beaucoup d'intérêt à le refaire en fait. Alors on nous dit que c'est un scénario est rejouable, il se passe jamais de la même façon parce que les ennemis n'apparaissent pas de la même façon, ils ne sont pas activés dans le même ordre, etc. Moi, je suis un peu sceptique là-dessus. Parce que c'est pas parce que techniquement qu'un scénario est rejouable que c'est intéressant de le rejouer. Ce qui compte, c'est pas que ce soit techniquement rejouable. Ce qui compte, c'est quel est l'intérêt, en fait, de rejouer un scénario. Moi, je le trouve quand même assez faible, en fait, pour l'instant, de ce que je perçois. Parce que le matériel qu'on a sur une mission, il est quand même assez borné, je trouve. Donc oui, je vois l'intérêt de refaire une mission si on l'a échoué. Mais si on l'a réussi, j'en vois
pour l'instant très très peu d'intérêt. Donc pour moi déjà cette exclusivité entre le mode standalone et le mode campagne fait qu'on n'a pas autant de variété et de rejouabilité. Et puis moi j'ai besoin que ce jeu, ce type de jeu, ben, il dure. J'ai besoin que, en fait, j'ai besoin non seulement d'avoir mon intérêt qui est renouvelé en fait après avoir fait, je sais pas moi, après avoir fait 2 extensions. J'ai besoin de pas sentir de faire la même chose, mais juste avec des boss différents et puis un environnement avec des graphismes différents. J'ai besoin de sentir qu'il y a quand même des choses qui sont renouvelées et que ce soit pas juste en fait un effet qu'il y a sur une case ou bien des cartes événements, quoi. Il faut qu'il y ait quelque chose. J'espère que les objectifs, mais je vois pas comment pour l'instant les objectifs pourraient apporter assez de renouvellement. Peut-être que ça existera, mais je questionne ça, quoi. En tout cas, je m'interroge là-dessus, quoi. Et, euh, et j'ai envie de pouvoir faire, si je joue en mode campagne, la campagne de bout en bout en ayant assez de renouvellement, mais en plus, si jamais je prends le temps pour peindre les figurines, j'ai envie de pouvoir, pouvoir faire des missions en standalone, et puis pas me dire, ah bah attends, ouais, non mais là je sais déjà ce qui va se passer, en fait, je pars avec un avantage beaucoup trop fort pour réaliser, pour gagner cette mission, quoi. Alors ils ont parlé d'un éditeur de mission qu'ils allaient mettre à disposition, ça c'est une bonne chose. Mais de toute façon, même si jamais on pourra peut-être mixer les éléments entre les différents environnements et on pourra avoir un petit peu plus de variété, il n'empêche que les contraintes, c'est toujours les mêmes. On n'a pas des tokens, on n'a pas des éléments pour varier un petit peu la dynamique de gameplay sur les tuiles. Les objectifs, ils sont génériques. Comment est-ce qu'on va pouvoir renouveler en fait l'intérêt d'accomplir des objectifs? On va toujours être borné en fait par ce gameplay qui est très très linéaire et par la dimension des tuiles. Même sur les tuiles, en fait, d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi il n'y a pas des zones qui ont 2 cases ou bien 3 cases. C'est assez bizarre. Parce qu'on aurait pu garder cette orthogonalité, être compatible en fait avec le mode de jeu. Et puis en fait, on a un indice de saturation sur chaque. Il est de 6 sur chaque case, hein. De base, un héros, il a 1, c'est marqué sur sa feuille de personnage. Quand on a une monture, on est 2. Certaines créatures ont un socle allongé, elles ont 2 aussi, d'occupation, puis les boss, ce sera plus. Mais ça aurait pu amener en fait une dynamique de progression un petit peu différente, d'avoir des. Et puis ça aurait pu en permettre d'avoir des tuiles avec plus de saturation aussi. Je suis un petit peu étonné d'avoir cette rigueur qu'on retrouve partout, en fait. Parce qu'on aurait pu casser ça, en fait, je trouve. Et puis en plus, ça aurait peut-être permis d'éviter un exploit qui est de Turtle. Turtle, c'est le fait d'avoir tous les héros sur une même case pour pas avoir des ennemis qui rentrent. Même si ici, c'est compensé parce que quand une case est saturée, on peut quand même être attaqué par des gens sur des tuiles adjacentes. Mais imaginez que vous soyez ici et que vous avez Turtle ici, ben en fait, ça fait quand même, enfin, ça limite quoi. Donc peut-être il y a quand même la possibilité d'exploit, même si jamais c'est un peu réduit sur ce jeu-là. En bref, je me suis interrogé sur le renouvellement qu'on pouvait avoir au vu de ce qu'on a en fait comme composant sur un environnement. Regardez, si on regarde le nombre d'activations qu'on a en plus ici. Chaque extension a 2 cartes d'activation en plus. Je pense que ça doit être pour les mini-boss et pour les boss, ces trucs-là. Ou alors peut-être même que pour les boss. Parce qu'il y a 2 boss. Ça se trouve, les mini-boss, c'est même le truc générique. Donc ça veut dire que pour tout le reste, on utilise les cartes d'activation de la boîte de base. Donc même là, ce sera très standard. La façon dont les mobs pop, ce sera tout le temps standard. Si jamais on veut créer des quêtes, on va se baser sur les cartes d'activation qui existent déjà. On ne pourra pas en fait enrichir ça, ou ce sera très très compliqué. On va devoir utiliser les cartes régions qui existent déjà. Donc effectivement, il y aura peut-être un éditeur de quête, mais on est quand même contraint en fait par des limites du jeu. Voilà. Donc je me perds un petit peu dans mes explications, mais voilà. Donc moi je questionnais en fait le renouvellement de l'intérêt
au fur et à mesure, et puis le fait qu'une fois qu'on a terminé la campagne, l'envie, une fois on a investi en fait dans toute cette peinture de figurines, de pouvoir encore avoir de l'intérêt à rejouer à ce jeu-là, parce que c'est un chipset Bretzel qui est très très accessible, et il faut qu'il puisse quand même durer, quoi, je trouve. Je me questionnais aussi en fait sur la difficulté et l'équilibrage du jeu. Euh, Peut-être qu'il y aura des objectifs qui sont plus difficiles à atteindre, même si j'ai de la peine à voir à nouveau comme on peut avoir beaucoup de variétés à ce niveau-là. Mais comment est-ce qu'on va rendre le jeu plus difficile? En rendant les monstres plus durs à tuer? Chaque héros, en fait, a 3 cartes en main. Et il a un deck de je sais pas combien de cartes, peut-être une dizaine ou un truc du style. Ok, on peut améliorer nos decks. Mais globalement, j'ai l'impression que d'une mission à une autre, c'est pas le jour et la nuit, quoi. Si les personnages sont devenus. Si en fait on a plus de difficultés au fur et à mesure des extensions, parce que en fait les ennemis sont buffés. Voilà. Ici, on va dire qu'ils sont élevés au banania, ils ont des caractéristiques plus fortes. Comment stratégiquement en fait on peut compenser ça avec les limitations qu'on a? À nouveau, avec le gameplay qui est très très linéaire, la géométrie des tuiles. J'avoue que je vois pas en fait, pour l'instant. Il y a peut-être des éléments avec les cas spécifiques, le fait d'avoir plus de butin, peut-être avec l'équipement en fait, qui nous permet un petit peu de compenser ça. Donc je pense qu'il y aura des choses, mais j'espère pas qu'on va avoir simplement des environnements qui sont plus durs, parce que les ennemis sont plus durs et parce qu'en fait, c'est moins permissif en termes de jet de dés. Il faut juste mieux réussir ses jets de dés, par exemple, pour avoir plus de chances de réussir en fait un environnement qui est difficile. Donc je questionne aussi la difficulté en fait, la progression de cette difficulté, et puis comment le challenge en fait peut progresser au fur et à mesure des extensions, ou même comment soi-même on pourrait créer une succession de scénarios avec un challenge croissant en fait. Je m'interroge en fait sur les différents paramètres qui permettent d'équilibrer en fait cette courbe de difficulté. Et ça, pareil, pour moi, c'est un questionnement qui est légitime parce qu'il y a des contraintes qui font que ça me paraît difficile de complètement équilibrer ça. Il y a des axes, en fait. Effectivement, le butin, c'est un des éléments qui permet le fait de buffer les monstres. C'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. C'est un paramètre qui permet d'augmenter la difficulté. Le butin, c'est un truc qui permet de contrer. Mais après, il faut quand même que stratégiquement, sur les différentes maps, il puisse y avoir des choses qui changent en fait, peut-être des points plus difficiles à tenir, etc., etc., quoi. Mais comme la mise en place, elle est chaque fois assez basique, on place des monstres comme le pop de monstres est lâché. Assez basique, je me répète, hein, comme le gameplay il est très linéaire, je questionne cette difficulté en fait, et cette montée en puissance et ce challenge en fait qui deviendrait de plus en plus intéressant au fur et à mesure des quêtes. Et ça à nouveau, il n'a pas fallu que je m'interroge très très longtemps là-dessus, en fait, que j'investigue beaucoup pour me questionner là-dessus. Regarder un petit peu le contenu des extensions, comme je l'ai évoqué juste avant, moi, ça a suffi, en fait, ça plus les éléments de gameplay que j'ai déjà évoqués, ça a suffi à me questionner, en fait. Et à nouveau, là, je suis pas en train de dire que le jeu ne va pas arriver à relever ses challenges. Moi, ce qui m'étonne, c'est que toutes ces questions-là ressortent pas dans toutes les pseudo-analyses de Kickstarter que j'ai vues. Et je pense pas être un cas à part pourtant, en fait, dans mon approche. C'est assez étrange. Bon, je pourrais évoquer plein de choses en fait qui m'ont questionné et que j'ai pas vu dans les vidéos. Celles-ci, c'est quand même les principales. Je vais évoquer encore un dernier point qui n'a pas été évoqué dans les vidéos, ou pratiquement pas, c'est le combat contre les boss. Donc le combat contre les boss, on peut penser que c'est une source de renouvellement, une source d'apport de difficulté, etc., etc. Alors, là, pareil, je pense qu'il faut bien faire attention à la dialectique en fait qui est utilisée par les gens de Mythic quand ils présentent le jeu en évoquant que c'est narratif, que c'est ci, que c'est ça.
Sur les boss, on nous dit qu'on va pouvoir découvrir des points faibles de boss. Il faudra découvrir des points faibles de boss. C'est ultra mystérieux ça, mais qu'est-ce que ça évoque complètement? Que les boss ont deux formes. Une forme invulnérable, une forme vulnérable. C'est très très mystérieux ça, mais quand on va regarder les règles, donc ce que j'ai fait, on voit des choses qui sont intéressantes à nouveau, et puis des choses que je trouve un petit peu plus étranges. Enfin, pas étranges, mais qui me semblent peut-être moins intéressantes. Comme dans le gameplay, où je disais que le cœur du gameplay, il était intéressant, mais que par contre, la linéarité, en fait, le fait d'avoir été peut-être trop fidèle à l'idée d'origine du beat'em up, était pour moi plus une contrainte que quelque chose d'intéressant. Pour les boss, c'est pareil. Donc, les boss, ils ont une fiche de boss avec leur point de vie, on va dire. Et puis ici, en fait, ils ont des capacités et puis en fait des points faibles qu'on va pouvoir découvrir. Ils peuvent avoir des bonus. Et puis ça, c'est leur feuille. Et puis en fait, ils ont différents effets ici, avec différents comportements. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les boss, ils vont avoir trois cartes de comportement. C'est celle-ci. Et en fait, c'est des cartes qu'on va mettre sur la piste d'activation. Et donc les boss, ils vont s'activer 3 fois par round. Et à chaque fois, ils vont déclencher en fait un effet différent. Ça, c'est simple et c'est super cool. Je trouve que c'est extrêmement bien pensé à nouveau. Je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont très très bien pensées en termes de mécanique, qui sont faciles à appréhender et qui sont originales et vraiment efficaces. Ensuite, chaque boss aura des tokens comme ça. Donc ces tokens-là, en fait, on va les placer là-dessus. Et en gros, il y a un token, c'est une capacité, un pouvoir unique d'un boss. Un token, c'est un bonus. Je sais pas, un bonus d'attaque ou un bonus de truc. Puis l'autre, je me rappelle plus, en fait. C'est une capacité spéciale qui fait un effet particulier. Bon, peu importe. Et puis ces trucs-là, en fait, on va pouvoir, ces jetons, on va pouvoir les retourner. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a des jetons ici qu'on appelle les points faibles, qu'on place ici en bas, et chaque jeton point faible a une face avec, vous voyez, c'est des ressources. En gros, ça, c'est le combo qu'il va falloir réaliser pour, on va dire, en gros, c'est comme si on perçait le point faible du boss. Et en fait, au dos, il y a un symbole. Donc vous voyez qu'ici, il y a différentes couleurs. Donc ça veut dire que si jamais on perce le point faible, je crois qu'on retourne cette tuile-là. D'accord? Donc le boss, je crois qu'il perd sa capacité unique. Je suis plus très très sûr de ça. Et en gros, il va passer de son statut invulnérable au statut vulnérable. Et en fait, il va y avoir une sorte de cycle comme ça où le boss va passer d'un statut invulnérable à un statut vulnérable dans lequel on peut plus facilement baisser. Et ça va être cyclique parce qu'en fait, ici, sur la piste des points de vie, on place ce genre de token. Et en gros, vous faites perdre des points de vie au boss. Puis quand on arrive à un token comme ça, ben, il redevient invulnérable. Donc il faut retrouver un point faible, revirer un autre truc ici. Et puis après, on le blesse. Puis après, à nouveau, il redevient invulnérable. Puis on retrouve un point faible, puis etc. etc. Il faut peut-être le faire que 2 fois, d'accord. Donc il faudrait enlever un de ces deux trucs. Peut-être que c'est 2 points faibles sur 3. En tout cas, sur l'exemple ici qui est donné, c'est ça. Sauf si en fait ici c'est le troisième, peut-être que ce sera 3. Je ne sais pas. Les boss, ils ont leurs cartes d'événement aussi, c'est-à-dire que quand un boss arrive, on vire les cartes d'événement du lieu, on met les cartes d'événement du boss. Ça, à nouveau, c'est très très simple, c'est très très cool. Par contre, on nous disait qu'il fallait découvrir un petit peu les points faibles. En fait, pour savoir comment vous allez pouvoir, enfin, pour savoir pas comment vous allez pouvoir, mais ce qui détermine que vous allez pouvoir, en fait, à un moment, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, à nouveau, c'est un peu flou, hein. Parce qu'ici, il y a des paragraphes qui ont été copiés-collés 2 fois, il y a des trucs un petit peu bizarres. En fait, ça, c'est un work in progress, hein, d'accord? C'est marqué, toute la partie boss, c'est work in progress. En fait, vous allez acquérir des indices. Alors, un indice, typiquement, c'est quoi? C'est des jetons comme ça. Imaginez que vous terminez une mission. Vous terminez une mission, et puis en fait, à la fin de la mission, vous avez un indice, parce que vous avez réussi une quête. Donc peut-être qu'après 3 missions, vous avez les 3 indices, et à nouveau, peut-être que là, c'est linéaire, on est sûr d'avoir les indices avant à avoir un combat contre un boss. Est-ce que en fait, on pourrait se retrouver devant un boss avec que 2 indices sur 3 et que c'est plus difficile? Peut-être que oui, mais je pense que de toute façon, on arrivera quand même avec des indices vers un boss. Parce que je crois que sinon, il n'y a pas moyen de percer les points faibles et donc de vaincre le boss.
Ça veut dire que quand on dit qu'il faut trouver le moyen de trouver les points faibles du boss, c'est un petit peu un artifice, ça, quelque part. C'est juste, en fait, un reward de fin de quête. Faut arriver à accomplir des objectifs, et puis après, ce qui compte, c'est la mécanique elle-même. Et la mécanique elle-même, elle est intéressante, en fait, je trouve. Mais le fait d'entretenir un mystère comme quoi il faudra, attention, découvrir des points de faible, boss, c'est beaucoup de mystère pour pas grand-chose, alors qu'en fait, il faudrait peut-être juste parler de la mécanique qui, elle, est intéressante, je trouve. C'est-à-dire, ben, le boss, il va falloir l'affaiblir, entre guillemets, le faire passer d'un stade à un autre en exécutant des combos. Ça voudra dire qu'il y aura de la prise de décision en utilisant nos ressources, soit pour faire nos combos, soit pour les utiliser sur le boss. Donc ça, c'est plutôt intéressant comme mécanique. Là où moi, je m'interroge un petit peu, c'est est-ce que ça va pas rendre en fait les combats un petit peu trop statiques sur les cartes où il y a des boss? Parce qu'en fait, il passe par des stades invulnérables, vulnérables, il revient d'un stade à un autre. Est-ce que ça risque pas d'être un petit peu monotone, ça, ou un petit peu répétitif? À nouveau, là, je m'interroge. Et puis en plus, je me dis qu'avec avec cette façon d'affaiblir le boss, autant c'est intéressant, le fait de devoir faire des combos pour pouvoir progresser dans le combat, autant le boss, en fait, il commence très très fort et il va devenir de plus en plus faible, parce qu'il aura moins de capacité. J'ai l'impression, hein. Ça veut dire que là où normalement le combat il pourrait être de plus en plus épique contre un boss, est-ce que la courbe en fait elle va pas être inversée? Ça va commencer très très dur pour terminer plus facile, jusqu'au moment où on portera le coup fatal. Est-ce que c'est une bonne chose ça? Je suis pas sûr, mais je m'interroge. Je trouve que c'est typiquement à nouveau le genre d'interrogation qui serait intéressante à soulever dans un Kickstarter. Peut-être que ces réponses, on les a déjà quelque part dans le livret de règles, hein, parce que moi j'ai lu ça, mais j'ai peut-être pas tout retenu, puis j'ai pas eu l'occasion de tester ça, hein. Donc peut-être il y a déjà des éléments de réponse que je vois pas, quoi. Mais voilà, je m'interroge un petit peu sur l'utilisation de ces boss. Moi j'espère que les demi-boss, en fait, hein, ils vont pas être sur des cartes particulières, où en gros, on va dire les boss, c'est l'objectif de fin, et puis il faut juste tuer un boss, voilà. Ça se cumule pas vraiment, en fait, à un objectif de quête plus générique, avec une dynamique plus classique. Moi, j'espère que les demi-boss vont être comme ça. J'espère que les demi-boss vont apparaître un petit peu comme des boss de niveau, comme des monstres de niveau 3, pour ajouter un petit peu plus de difficulté et de challenge, et que les boss, mais que les boss, seront des monstres, en fait, avec leurs repères sur des cartes, hein, on va dire, avec ce qui apparaît sur une tuile particulière. Et là, peut-être que ce sera plus statique, mais ce sera pas très très grave, en fait. Mais voilà, donc il y a des choses intéressantes à dire sur les boss, je pense, à nouveau, comme sur le gameplay de base du jeu. Et puis il y a aussi des choses que je questionne. Bon, et pareil, là, j'ai pas vu vraiment de développement là-dessus dans les différentes vidéos que j'ai vues, quoi. Donc, bon voilà. C'est une vidéo qui est très longue, où je suis très très verbeux, mais c'est parce que l'objectif de cette vidéo, c'est pas vraiment de faire une pseudo-analyse du Kickstarter en fait Anastir. C'était plutôt moi en fait comment je me plaçais en fait, quel était un petit peu mon prisme de lecture sur cette campagne, et puis sur les différentes vidéos que moi j'ai pu voir en fait, où je trouve qu'il y a très très peu de questionnements en fait sur des éléments de gameplay et du questionnement qu'on peut avoir assez facilement en passant un petit peu de temps, en regardant le livre de règles, en se plongeant un petit peu dans cette page. Alors forcément, si jamais on fait une analyse Kickstarter le premier jour de la campagne, bon bah on va pas avoir le même nombre d'éléments, hein. Ça, il faut choisir, hein. C'est sûr que là, on est dans la fraîcheur, dans l'actualité, on va faire plus de vues, mais c'est un choix, hein. C'est pas forcément critiquable, attention, hein. Moi, je trouve tout à fait légitime d'avoir des personnes qui font des vidéos juste pour présenter de façon très succincte une campagne. Et je le redis, moi, je pense que c'est bien qu'il y ait ces vidéos-là. Je pense même que c'est très très bien qu'il y ait des vidéos où la personne, elle est clairement en fait en train de faire de la promotion pour l'éditeur. C'est juste des vidéos que moi je vais pas aller voir, mais je pense que c'est bien qu'elles existent en fait. Je pense que c'est vraiment très très bien.
Moi, il faut tout, en fait. Voilà, et après, on fait son choix. C'est juste que là, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder un petit peu toutes les vidéos qui existent, et j'ai pas vraiment vu de questionnement, en tout cas les questions que moi je me posais. Donc je me dis, mais est-ce que c'est moi? Mais je pense pas être un cas à part, en fait. Donc c'est aussi ce qui a motivé un petit peu à faire cette vidéo-là, c'était de me dire, mais voilà, moi, si jamais je devais faire une vidéo de pseudo-analyse, alors je la ferais peut-être de façon moins bordélique, parce que là, cette vidéo-là était quand même sacrément bordélique. J'essaierai de la structurer un petit peu plus, mais en tout cas, ben, je parlerai des différents éléments que j'ai parlé en première partie, puis je questionnerai d'autres éléments. Ça veut pas dire que ça va être négatif à la fin dans le jeu, mais ça questionne. Et pour l'instant, moi, par exemple, ça me donnerait pas forcément. D'ailleurs, j'ai pas backé le jeu, j'ai même pas mis 1 $. Ça me donne pas envie de backer ce jeu-là parce qu'il y a trop d'interrogations en fait. Je pense pas qu'il sera meilleur que certains jeux que je possède pour l'instant. Alors que je trouve l'univers super, que je trouve certains éléments de gameplay super, que les figurines sont vraiment très très belles. Il y a trop de. Il y a trop de. Voilà, il y a trop de. Il y a trop d'inconnus, puis il y a des choses que je trouve un petit peu pauvres au niveau du gameplay. Voilà. Bon, longue vidéo. Moi, je vais vous laisser là. Et puis, ben, libre à vous de commenter ce que je viens de dire, si jamais vous trouvez que c'était pertinent en fait ou pas. Voilà. Moi, je vous dis bientôt, enfin à bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo. Euh, Il y a une vidéo en tout cas que je voulais faire sur une revue en guillemets, d'un petit jeu. J'ai toujours pas eu le temps de faire, que je voulais faire même l'année passée. J'y ai repensé en fait récemment, donc je vais faire ça. Puis je pense un déballage aussi qui va arriver. Donc peut-être à bientôt dans une de ces prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.